La méditation selon Thich Nhat Hanh. Pourquoi méditer? Tout d'abord, parce que chacun d'entre nous a besoin d'un repos total. Même une nuit de sommeil ne procure pas un repos complet. Se tourner et se retourner dans son lit, les muscles du visage tendus, rêver toute la nuit, ce n'est pas du repos. Faire une courte sieste après avoir mangé, mais être néanmoins agité et tendu, ce n'est pas du repos non plus. Tout d'abord, parlons de l'assise. Allongé sur le dos, les bras et les jambes droits, sans être tendus, pas d'oreiller sous la tête, voilà une bonne position pour pratiquer la respiration et de tendre tous ses muscles. Cette position de méditation ne permet pas d'aller aussi loin que la position assise, car on s'y endort facilement. Il est possible de trouver un repos complet dans la position assise, ce qui permet d'approfondir sa méditation et de résoudre les inquiétudes et les problèmes qui obscurcissent et inhibent la conscience. Parmi les travailleurs vietnamiens, nombreux sont ceux qui s'assoient dans la position du lotus, le pied gauche placé sur la cuisse droite et le pied droit sur la cuisse gauche. D'autres s'assoient en demi-lotus, pied gauche sur la cuisse droite ou pied droit sur la cuisse gauche. Dans notre cours de méditation à Paris, certaines personnes ne se sentaient pas à l'aise dans ces postures. Aussi leur ai-je montré comment s'asseoir à la manière japonaise, c'est-à-dire à genoux. En mettant un coussin sous ses pieds, il est possible de rester assis pendant plus d'1 heure et demie. Malgré tout, n'importe qui peut apprendre à s'asseoir en demi-lotus, même si les débuts sont un peu douloureux. En quelques semaines de pratique, la position deviendra progressivement confortable. Pendant la période initiale, lorsque la douleur se fait gênante, alternez la position des jambes ou changez de posture. En lotus ou demi-lotus, il est indispensable d'utiliser un coussin pour s'asseoir afin que les 2 genoux touchent le sol. Ces 3 points de contact avec le sol permettent d'obtenir une position extrêmement stable. Il est très important que le dos soit bien droit, la nuque et la tête droites, alignées avec la colonne vertébrale, sans rigidité, le regard fixé à 1 mètre ou 2 devant vous. Commencez alors à suivre votre respiration et d'entendre tous vos muscles. Concentrez-vous sur la rectitude de votre colonne vertébrale et sur votre respiration. Pour tout le reste, lâchez prise. Abandonnez tout. Si vous voulez relaxer les muscles de votre visage tendus par l'anxiété, laissez fleurir un demi-sourire. Lorsque celui-ci naît, tous les muscles faciaux commencent à se détendre. Plus le sourire est là, mieux vous vous sentirez. Le sourire illumine le visage du Bouddha. Ensuite, placez votre main gauche paume vers le ciel dans votre paume droite et détendez tous les muscles des mains, des doigts, des bras et des jambes. Lâchez prise. Laissez tout aller comme ces plantes aquatiques qui passent au fil du courant alors que sous la surface de l'eau, les rochers demeurent immobiles. Ne vous attachez à rien d'autre qu'à la respiration et au demi-sourire. Il est préférable que les débutants ne s'assoient pas plus de 20 à 30 minutes, période suffisante pour obtenir un repos total. La technique pour atteindre cette détente complète est fondée sur 2 points. Observer et lâcher prise. Observation de la respiration et lâcher prise de tout le reste. Relaxez chaque muscle de votre corps. Après environ 15 minutes, il est possible d'atteindre un état de calme profond, rempli de paix intérieure et de joie. Maintenez ce calme et cette paix. Ceux qui considèrent la méditation comme un dur labeur et attendent avec impatience qu'elle se termine pour pouvoir ensuite se reposer, ne savent pas encore comment s'asseoir. Si l'on est assis correctement, on trouve dans l'assise une relaxation totale et la paix. Et cela peut aider de méditer sur l'image du caillou jeté dans une rivière. Alors, comment utiliser cette image ?
Asseyez-vous dans la position qui vous convient le mieux. Le lotus, demi-lotus, le dos bien droit, le demi-sourire sur le visage. Et respirez doucement et profondément. Respirez doucement et profondément en suivant chaque respiration et en devenant petit à petit un avec le souffle. Respirez doucement et profondément en suivant chaque respiration, en devenant un avec le souffle. Puis, détachez-vous de tout le reste. Imaginez que vous êtes un caillou qui a été jeté dans une rivière. Ce caillou s'enfonce dans l'eau sans effort. Détaché de tout. Il coule par le chemin le plus direct, pour finalement atteindre le fond, point de repos parfait. Vous êtes vous-même ce caillou qui se laisse tomber au fond en total abandon. Au centre de votre être se trouve votre respiration. Vous n'avez nul besoin de savoir le temps qu'il vous faudra pour arriver à cet endroit de repos complet, le sable fin du lit de la rivière. Lorsque vous vous sentez telle la pierre posée sur le fond, vous commencez alors à faire l'expérience de ce repos. Vous n'êtes plus poussé ou tiraillé par quoi que ce soit. Si vous ne trouvez pas la joie et la paix dans ces moments d'assise, alors lui-même, le futur, ne fera que s'écouler tel un fleuve sans que vous puissiez le retenir. Vous serez incapable de vivre le futur lorsque celui-ci sera devenu présent. La joie et la paix sont la joie et la paix accessibles dans cette heure même de méditation assise. Si vous ne pouvez les y trouver, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Au lieu de courir après vos pensées et de les poursuivre comme une ombre sans objet, faites l'expérience de la joie, de la paix dans cet instant précis. C'est votre moment. La place où vous êtes assis est votre place. C'est à cet endroit précis et en ce moment précis que vous pouvez vous éveiller. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir sous un arbre particulier dans un pays lointain. Pratiquez de cette manière pendant quelques mois et vous commencerez à connaître une joie profonde et régénératrice.
La facilité avec laquelle vous vous asseyez dépend de l'importance de votre pleine conscience dans la vie quotidienne et de la régularité de votre pratique de la méditation assise. Chaque fois que cela est possible, retrouvez vos amis, vos proches et organisez une heure de méditation assise. Par exemple, le soir vers 10 heures. Quiconque le désire peut venir s'asseoir une demi-heure ou une heure. Observer et reconnaître. On pourrait alors se demander si la relaxation est l'unique objectif de la méditation. En fait, le but de la méditation est beaucoup plus profond. La relaxation est l'indispensable point de départ. Mais une fois que vous l'avez obtenue, il devient possible d'atteindre la tranquillité du cœur et la clarté de l'esprit. Et atteindre cela, c'est être déjà bien avancé dans la voie de la méditation. Il est évident que pour maîtriser notre esprit et calmer nos pensées, nous devons pratiquer la pleine conscience de nos sentiments et de nos perceptions. Pour contrôler le mental, il faut pratiquer la pleine conscience du mental. Observer et reconnaître la présence de chaque sensation, chaque émotion, chaque sentiment ou de chaque pensée se manifestant en nous. Le maître zen Zhuangzi a écrit « Si le pratiquant connaît clairement son propre esprit, il obtiendra des résultats avec peu d'efforts. Si en revanche il ne connaît rien à son propre esprit, tous ses efforts seront gâchés. » Si vous voulez connaître votre esprit, il n'existe qu'un seul moyen. Observer et reconnaître. Observez et reconnaître tout ce qui concerne votre esprit. Cela est l'affaire de chaque instant, autant dans la vie quotidienne que pendant l'heure de méditation. Pendant la méditation, différentes sensations, différentes émotions, différents sentiments et pensées peuvent apparaître. Si vous ne pratiquez pas la respiration consciente, ces pensées vous emmèneront rapidement très loin de la pleine conscience. Cependant, la respiration n'est pas uniquement un moyen de chasser les pensées et les sentiments. Le souffle demeure le véhicule qui unit le corps et l'esprit et qui ouvre les portes de la sagesse. Lorsqu'une émotion ou une pensée apparaît, n'essayez pas de la chasser, même si en continuant à vous concentrer sur le souffle, celle-ci disparaît naturellement de votre esprit. L'intention n'est pas de la chasser, de la détester, de s'en inquiéter ou d'en avoir peur. Alors, que devez-vous faire exactement avec ces émotions et ces pensées ? Simplement reconnaître leur présence. Par exemple, quand un sentiment de tristesse apparaît, reconnaissez-le immédiatement. Un sentiment de tristesse vient de naître en moi. Si ce sentiment de tristesse persiste, continuez à le reconnaître. Le sentiment de tristesse est toujours en moi. S'il vous vient une pensée comme « il est tard » et les voisins font beaucoup de bruit, notez l'apparition de cette pensée dans votre esprit. Si elle persiste, continuez à la reconnaître. De même, pour toute nouvelle sensation, reconnaissez-la dès son apparition. Le point essentiel est de ne pas laisser se manifester la moindre pensée ou émotion sans en prendre note. Tel un garde aux portes d'un palais, attentif au visage de toutes les personnes qui se présentent.
Dans le cas où aucune pensée, aucune sensation ne sont présentes, reconnaissez simplement le fait de leur absence. Pratiquer de cette manière, c'est devenir pleinement conscient de vos pensées et de vos émotions. Ainsi, vous arriverez rapidement à maîtriser votre mental. Bien sûr, on peut allier la méthode de la pleine conscience de la respiration avec celle des émotions et des pensées. Le garde ou l'ombre du singe. En pratiquant la pleine conscience, ne soyez pas obnubilés par les distinctions entre le bien et le mal, ce qui serait la cause d'une lutte intérieure. Lorsqu'une pensée saine apparaît en vous, reconnaissez-la. Une pensée saine apparaît en moi. Si c'est une pensée malsaine qui apparaît, soyez-en conscient de la même façon. Une pensée malsaine naît en moi. Même si elle ne vous plaît pas, ne vous fixez pas dessus et n'essayez pas non plus de vous en débarrasser. Simplement, la reconnaître est suffisant. Si elle a disparu, vous devez savoir qu'elle a disparu. Et si elle est encore là, sachez qu'elle est encore là. Une fois que vous aurez atteint un tel état de conscience, vous n'aurez plus jamais peur de quoi que ce soit. Lorsque j'ai mentionné le garde devant le portail du palais de l'empereur, vous avez peut-être imaginé un portail avec 2 portes, l'une pour entrer et l'autre pour sortir, et le garde dans le rôle de votre esprit. Quelles que soient les pensées et les émotions qui entrent, vous êtes conscient de leur entrée, et quand elles partent, vous êtes conscient de leur départ. Seulement cette image présente un défaut. Elle suggère que ceux qui entrent et qui sortent sont différents du garde. En fait, nos pensées et nos sensations sont nous-mêmes. Elles sont une partie de nous. Nous avons la tentation de les considérer, du moins certaines d'entre elles, comme une force ennemie qui tente de perturber notre concentration et la compréhension de notre esprit. Mais en réalité, lorsque nous sommes en colère, nous sommes nous-mêmes colère. Quand nous sommes heureux, nous sommes nous-mêmes bonheur. Quand nous avons certaines pensées, nous sommes nous-mêmes ces pensées. Nous sommes simultanément le garde et le visiteur. Nous sommes à la fois l'esprit et l'observateur de l'esprit. Par conséquent, chasser une pensée ou se fixer sur elle n'est pas là le point important. Le point important est d'être conscient de la pensée. Cette observation ne prend pas l'esprit pour objet, elle n'établit pas de distinction entre le sujet et l'objet. L'esprit ne se saisit pas de l'esprit. L'esprit ne rejette pas l'esprit. L'esprit ne peut que s'observer lui-même. Cette observation n'est pas une observation d'un objet extérieur indépendant de l'observateur. L'esprit observateur est avec l'esprit observé. Pleine conscience des sensations dans les sensations, pleine conscience de l'esprit dans l'esprit. Souvenez-vous du koan posé par le maître zen Bakan. Quel est le son d'une main qui applaudit? Ou prenez l'exemple de la sensation de goût ressentie par la langue. Qu'est-ce qui sépare le goût de la papille gustative? L'esprit fait directement l'expérience de lui-même à l'intérieur de lui-même. Cela est tellement important que le Bouddha a utilisé dans le Sutra de l'établissement de la conscience l'expression « pleine conscience des sensations dans les sensations », pleine conscience de l'esprit dans l'esprit. Certaines personnes ont dit que le Bouddha avait utilisé cette expression pour mettre l'accent sur des mots tels que « sensation » ou « esprit ». Cependant, je ne pense pas qu'elles aient vraiment saisi l'intention du Bouddha.
La pleine conscience des sensations dans les sensations est la pleine conscience directe des sensations, alors même que l'on a fait l'expérience de celles-ci. Ce n'est certainement pas la contemplation d'une image de sensation que l'on crée pour donner à la sensation une existence propre, séparée et objective à l'extérieur de nous-mêmes. Les mots pour le décrire ressemblent un peu à une devinette ou à une phrase paradoxale. La pleine conscience de la sensation dans la sensation, c'est l'esprit faisant l'expérience de la pleine conscience de l'esprit dans l'esprit. Et l'objectivité d'un observateur extérieur dans l'examen d'un phénomène, c'est la méthode de la science, pas de la méditation. Par conséquent, l'image du garde et du visiteur ne parvient pas à illustrer de manière adéquate l'observation consciente de l'esprit. L'esprit est semblable à un singe se balançant de branche en branche à travers la forêt, dit le Sutra. Alors, afin de ne pas perdre de vue ce singe agile, nous devons constamment l'observer et même devenir un avec lui. L'esprit contemplant l'esprit est similaire à un objet et à son ombre. L'objet ne peut pas se débarrasser de son ombre. Les deux sont un. Où que l'esprit aille, il se trouve toujours dans le harnais de l'esprit. Le sutra utilise parfois l'expression « attacher le singe » pour se référer au contrôle de l'esprit. Mais l'image du singe n'est qu'une allégorie. Une fois que l'esprit est directement et continuellement attentif à lui-même, ce n'est plus un singe. Il n'y a pas deux esprits, l'un qui se balance de branche en branche et l'autre qui le poursuit afin de l'attraper avec une corde. Ne rien attendre. La personne qui pratique la méditation espère habituellement voir dans sa propre nature pour atteindre l'éveil. Mais si vous êtes débutant, n'attendez pas de voir dans votre propre nature. Bien mieux, n'attendez rien. Et particulièrement, n'attendez pas de voir le Bouddha ou toute autre version de la réalité ultime pendant que vous êtes assis. Durant les 6 premiers mois, essayez uniquement d'édifier votre pouvoir de concentration et de faire naître un calme intérieur et une joie sereine. Vous viendrez à bout de l'affliction, apprécierez le repos total et apaiserez votre esprit. Vous serez rafraîchi. Vous développerez une perception des choses plus étendue et plus claire, une vue approfondie et vous renforcerez l'amour qui est en vous, ce qui vous permettra d'avoir une réponse plus bénéfique à ce qui vous entoure. S'asseoir en méditation, c'est nourrir à la fois son corps et son esprit. Grâce à l'assise, votre corps deviendra harmonieux, se sentira plus léger et plus paisible. Le chemin qui mène de l'observation de votre esprit à la vision directe de votre propre nature ne sera pas trop dur. Lorsque vous serez en mesure de calmer votre esprit, lorsque vos pensées et vos sensations ne vous dérangeront plus, alors l'esprit commencera à demeurer dans l'esprit. Votre esprit saisira l'esprit d'une manière directe et merveilleuse, sans plus faire de distinction entre sujet et objet. Quand vous boirez une tasse de thé, la distinction apparente entre celui qui boit et le thé qui est bu s'évaporera. Boire une tasse de thé deviendra une expérience directe et merveilleuse au sein de laquelle n'existera plus la séparation sujet-objet. L'esprit dispersé, agité est aussi l'esprit, tout comme les vaguelettes à la surface de l'eau sont également de l'eau. Quand l'esprit saisit l'esprit, l'esprit d'illusion devient esprit de vérité. L'esprit de vérité est notre nature véritable. C'est le Bouddha en nous,
la pure unité qui ne peut être rompue par les divisions illusoires des existences séparées que le langage et les concepts créent.